Mesdames et messieurs, bonjour. Il est présent l'heure du duel et pour mener le débat de ce matin, j'ai avec moi Mohamed Liamidi du parti Restaurer la confiance. Bonjour. Bonjour, bonjour Xavier. En face, Antoine Adoukonou, analyste politique et membre du Bloc républicain. Bonjour. Bonjour, monsieur Xavier. Premier sujet, les démocrates restent in extremis dans la course aux législatives. Antoine Adoukonou, vous avez tous suivi, en tout cas, le fil de ce, on va dire, de cet événement. Les démocrates ayant introduit un recours à la Cour constitutionnelle, recours gagnant pour ce parti, à l'heure où cette émission est diffusée, le Parti des démocrates est en lice, a reçu son récépissé définitif, donc qualifié pour participer aux prochaines élections législatives de 2023. Comment avez-vous accueilli déjà cette décision de la Cour constitutionnelle? Non, je crois que c'est une décision qui vient à point nommé parce que cette décision a eu pour conséquence de sauver un parti politique, en l'occurrence les démocrates, qui ont fini par avoir leur récépissé définitif pour participer aux élections législatives de 2023. Je pense que cette décision, elle est à saluer parce qu'elle nous a permis de ne plus dire que les élections sont exclusives et que la démocratie est en danger, et patati patata. Donc, je suis très content que mes amis démocrates soient dans la course et que nous avons actuellement 7 partis politiques qui vont faire la compétition. Et donc, ça fera que le Parlement qui sera issu de ces élections aura toute sa légitimité. Et on ne parlera plus désormais de Parlement monocolore. Oui, bon, encore que il faut que ces partis passent le Rubicon des 10%. Bon, là, on n'y est pas encore. Je suppose que même si, à l'arrivée, ce n'est que le BR et l'UP, je caricature les choses, qui n'ont obtenu que les 10%, que mes amis démocrates ne nous diront pas que l'Assemblée là est monocolore, puisqu'ils sont en train de passer le cap des élections. Et dès qu'on passe ce cap et que les électeurs ne font confiance qu'à un certain nombre de partis politiques, les partis qui ont échoué ne peuvent pas parler d'exclusion ni d'assemblée monocolore. C'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que chacun aille devant le peuple souverain pour tirer son épingle du jeu. Voilà, il y a quelques jours, les responsables de ce même parti se dénonçaient le sort qui a été réservé. On parlait de démocratie en danger au Bénin. Du jour au lendemain, avec cette décision de la Cour constitutionnelle, là, on entend aussi des voix de restauration de la démocratie. Parce que du jour au lendemain, la démocratie béninoise est passée du rouge au vert. Merci. Moi, je voudrais commencer par aborder le problème. Je vais revenir un peu en arrière. Vous avez parlé de reste in extremis dans la course. Dans la course. Donc, de mon point de vue, vous savez, vous faites peut-être bien de le dire, mais le fait de dire ça, ou ce qui vous amène à dire ça de mon point de vue, moi je suis membre du parti RLC, nous sommes de l'opposition. Et ce qui vous amène à dire ce que vous dites là, c'est parce que, en réalité, le problème, la vraie problématique de l'opposition, c'était pas la question, ou du moins ce n'est pas la question de la participation aux élections. C'est pas ça la vraie problématique. C'est pour cela que vous dites qu'il reste dans la course in extremis. Parce que nous avons jugé que les conditions, c'est-à-dire que qui entourent l'organisation des élections, même si elles ne sont pas les meilleures, elles sont suffisantes néanmoins pour participer à une élection. Donc pour nous, la question de la participation aux élections ne se pose pas. Si vous préparez un bon dossier, puisque pour aller à l'examen, c'est comme un examen, pour aller à l'examen,
Il suffit d'avoir un bon dossier. Donc, si votre dossier est bon, le dossier ne peut être bon que conformément à la loi en vigueur, c'est-à-dire le code électoral. Donc, si votre dossier est bon conformément au code, il passera et vous pourrez passer. Donc, pour nous, la question de la participation ne se posait pas. La vraie problématique au niveau de l'opposition, et cela demeure, c'est la question de la victoire. Il suffit juste pas de participer aux élections, il suffit juste pas d'aller aux élections pour avoir quelques députés. C'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça qui changera les choses dans le pays. C'est pas ça qui va régler le problème des Béninois qui se plaignent de cette gouvernance. Ce qui va régler le problème des Béninois, c'est qu'a priori, qu'en participant aux élections, que l'opposition dans sa globalité puisse gagner, puisse avoir la majorité et contrôler le Parlement. Et donc, c'est pour ça que nous, on avait toujours dit, et on continue toujours de dire, on n'a pas changé, et moi, je suis fier de cela, qu'il fallait tout faire pour aller dans une stratégie commune, être ensemble et gagner. C'est seulement quand on va gagner que les choses vont changer. Mais si on ne fait pas de ça la vraie problématique, et que la problématique, pour ceux qui se disent même la vraie opposition et qui qualifient les autres comme nous de frelater par rapport à quoi? C'est parce qu'ils ont un manque d'humilité. Et c'est ce manque d'humilité, a priori, qui fait qu'on a tout le temps versé dans la personnalisation du débat politique. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à dire que la vraie opposition, l'opposition frelatée, et dit qu'ils sont... Enfin, j'ai entendu M. Adoukonou dire qu'ils sont sauvés. Je vous concède le mot et je vous laisse la paternité de ce mot-là, qui fait que vous dites alors qu'ils sont in extremis dans la course. Néanmoins, in extremis, c'est par rapport au timing. On formule la question par rapport à ça. Par tout ce par quoi ils sont passés là. Et néanmoins, c'est bien. Ils sont dans l'élection. Ils vont participer à l'élection. C'est bien. Tant mieux. Une bonne nouvelle donc, pour l'opposition. Tant mieux pour la pluralité. Nous ne sommes pas contre la participation. Le problème de la participation des démocrates, ce n'est pas un problème, ça ne pose pas problème. C'est bien que nous, on ne les imaginait pas ne pas participer. Puisque nous, on était dans une logique de globalité de l'opposition, que l'opposition devrait aller ensemble. Donc, si on a pensé, si on a tout fait, si on a consenti tous les efforts et fait beaucoup de sacrifices, et nos amis ne nous ont pas compris, pour que l'opposition soit ensemble et qu'on a les élections ensemble. Donc, s'ils ont, malgré ça, parce qu'ils ne nous ont pas compris, choisi d'aller en rang dispersé, et qu'une extrémiste, comme vous le dites, ils sont finalement dans la course, c'est bien, tant mieux. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est le problème de la victoire. Et c'est de cela qu'il faut débattre. Quand vous me demandez alors comment je perçois la décision de la Cour, j'ai vu depuis jeudi, parce que vous avez, je crois que vous l'avez dit aussi, est-ce que la démocratie est maintenant ouverte? Est-ce que c'est passé au... Non, moi je ne fais que constater. Alors, certains critiquaient cette même démocratie, donc avec la Cour constitutionnelle. Moi, je voudrais qu'on se... Du jour au lendemain. De mon point de vue, cette décision-là et le fait que les choses se passent ainsi, rendons-nous compte, ça ne fait que notabiliser la Cour. Ça ne fait... À qui ça profite? Ça ne fait que notabiliser la Cour, la même Cour qu'ils auraient qualifié de tout ce que vous savez là. C'est quand ils accueillent aujourd'hui la décision de cette façon, cela ne fait que notabiliser la Cour. Et derrière cela, il y a quelqu'un qui est anti-profit. Pour ne pas dire, il y a un groupe qui est anti-profit. C'est ça, c'est moi. Quel groupe anti-profit? Écoutez, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Qu'aujourd'hui, eux, de l'opposition, même s'ils se disent que c'est la vraie opposition, viennent à accueillir la décision de la Cour de cette façon, ce qui notabilise la Cour, or, qui sont ceux qui étaient incriminés par le fait des décisions de cette Cour. C'est l'autre cas. Donc, c'est eux qui anti-profit naturellement. Et le fait, comme je le dis, le fait d'accueillir la décision de cette façon, ça ne profite qu'à ceux-là. Les lois n'ayant pas changé, parce que c'est ça en fait qu'il faut préciser. Les conditions de participation en 2023, pour les élections législatives de 2023, sont les mêmes que 2021. Donc, c'est les mêmes conditions que vous avez refusées. Finalement, ils reviennent de l'émission, ils participent. Donc, on peut donc là constater que les lois ne vont pas les empêcher de participer à 2023. Et donc, si ça n'a pas pu les empêcher de participer à 2023, étant donné que c'est les mêmes conditions et que ça n'a pas changé, ça veut dire qu'en 2021, ils pouvaient aussi participer.
Et donc, à partir de ce moment, c'est qu'ils ne sont pas dans la logique de reconnaître, c'est une erreur de leur part. Et nous, on a toujours dit, ce qui fait que nous restons constants. Et on a toujours dit que les conditions sont suffisantes pour aller aux élections, mais que le vrai problème, c'est la question de la victoire. Voilà. La démocratie béninoise est passée du vert au rouge du jour au lendemain parce que la Cour constitutionnelle a accouché d'une décision favorable au parti Les Démocrates. Non, je crois que les questions de démocratie d'abord, à ma foi, sont mal appréciées ou des fois même galvaudées. La démocratie, c'est quoi en réalité la démocratie? La démocratie, c'est la vie des institutions. Et appréhendée comme telle, je ne pense pas que les institutions de la République, chacun joue son rôle. Donc, il n'y avait pas péril à la demeure de dire que la démocratie est en danger. Je le dis parce que, est-ce que c'est parce que moi, je n'ai pas mes intérêts? Est-ce que c'est parce que je suis un parti politique qui n'a pas été aux élections que je tire la conclusion que la démocratie est en danger? Et parce qu'aujourd'hui, je vais aux élections, je dis que la démocratie est en bon état? Vous suivez un peu ce que je dis. Donc, on ne peut pas faire ce débat qu'on fait. C'est beaucoup plus pour surfer sur peut-être, excusez-moi du peu, l'ignorance du peuple. Je suis sûr que si la décision de la Cour n'avait pas été en faveur des démocrates, on aurait entendu tout sur notre démocratie. Mais il a suffi que la Cour se prononce en leur faveur pour qu'on pense que la démocratie est en marche. Il faudrait que nous puissions comprendre en fait que ces partis politiques n'essayent que de jouer sur, bon, disons, je reviens à l'ignorance du peuple, puisque si je prends le parti Les Démocrates par exemple, ce parti est né quand? Est né après les élections communales, d'accord? Donc législatives de 2019, communales de 2020. Et en temps normal, ne devait pas avoir de parrain, puisque les élections qui consacrent le parrainage sont tous partis avant leur naissance. Sont antérieurs. Parce que ils n'ont pas été aux élections ils n'étaient pas nés avant les élections législatives de 2009, ni les élections communales de 2020, pour puissent avoir de maires ni de députés, pour prétendre avoir des parrains pour l'élection présidentielle de 2021. Donc ça veut dire que pour moi, ce n'est qu'en 2023 maintenant que les démocrates peuvent aller aux élections. D'accord? Donc, jusque-là, je ne sais pas de quelle élection ils ont été exclus, vu mon raisonnement. Donc c'était un faux procès porté. Oui, bon, le procès, quand c'est un faux procès, mais je pense que peut-être ils étaient des FCBE et ils ont migré vers les démocrates. Donc le raisonnement qu'ils font pour dire qu'ils ont été exclus, le raisonnement là me paraît plus rattaché au parti FCBE qu'au parti les démocrates. Encore que là, comme je l'ai toujours dit, le récépissé, le document, le certificat de conformité qui a fait objet de leur non-participation, pour moi, en analysant la décision de la Cour, je pense que la pièce n'a pas été inventée. La Cour est restée dans un raisonnement. Oui, on va revenir sur c'est pour dire que tout ce qu'on disait, pour dire on a exclu. Non, c'était un problème d'être à jour vis-à-vis de la loi. Voilà, Mohamed Yamidi conclut, ou a du moins l'impression
ou le ressenti, c'est selon, que ceux qui sortent vainqueurs de cette, en tout cas ceux qui bénéficient, en tout cas des conséquences, à part les démocrates, de cette victoire de cette victoire devant la Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle même, peut-être la majorité, la mouvance, le président de la République, ainsi de suite. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai senti effectivement. Il n'a pas été aussi clair, mais je sais que c'est ce que vous venez de détailler, qu'il est en train de dire qu'en réalité, ils sont à côté de cette victoire que les démocrates ont eue à travers la décision de la Cour. Ils sont en train d'encenser non seulement la Cour, qu'ils avaient vilipendée de tous les noms, et par conséquent en train de dire que, en fait, le régime de la rupture est un régime de droit, est un régime démocratique. C'est ce que M. Léamia, et dans sa peau de politique, il pense qu'en faisant ça là, c'est un gain pour les hommes politiques de la rupture. Bon, il ne peut en être autrement, puisque si, en tant que démocrate, vous portez un recours à la Cour et qu'on vous donne raison, est-ce que vous aurez encore l'occasion de dire autre chose que d'apprécier la Cour? Vous voyez, ce qu'on aurait peut-être dit, c'est que il faut être toujours dans une certaine normalité des choses. C'est-à-dire, tout ce qu'on avait dit par rapport à la Cour, c'est ça qui était faux. La Cour constitutionnelle n'est pas une Cour qui est au service, tel qu'on le dit, d'un camp. Les décisions de la Cour sont toujours motivées. Donc, ce n'est que par rapport à leurs propos du passé que cette appréhension qu'ils ont aujourd'hui peut donner ce que vous pensez. Donc, ceux qui sont de la mouvance présidentielle accueillent l'information avec joie, puisque nous étions là quand vous avez dit que la démocratie est en danger, que la Cour constitutionnelle est aux ordres du pouvoir, que la justice est aux ordres du pouvoir. Nous en sommes là encore, et c'est au niveau de la même institution que vous venez d'avoir raison, malgré que vous soyez de l'opposition dite radicale. Donc, oui, non, quand je dis vous, je parle des démocrates. D'accord. Donc, c'est la même famille. C'est qu'un fait. C'est qu'un fait. Et ils font la différence entre la leçon que nous devons tirer de cette décision, premièrement, c'est de voir que la Cour constitutionnelle essaie toujours de jouer sa partition. Je le dis parce que dans cette décision, moi je vois que la Cour n'a pas dit que le droit. La Cour a fait de la régulation des pouvoirs publics. La Cour, même dans la décision, s'est référée à l'article 114 qui lui permet de réguler les pouvoirs publics. Ça veut dire quoi? La Cour n'a pas dit que le droit. La Cour a essayé de voir les choses pour que les démocrates s'en sortent. On peut ainsi aussi raisonner, puisque un autre raisonnement pouvait peut-être amener la Cour à dire, c'est vrai, la DGI a violé les dispositions en termes de délai pour vous délivrer le quitus, mais elle en a délivré. D'accord. Mais la DGI en a délivré au-delà des 218 candidats pour vous. Puisque si vous avez la possibilité de remplacer, ça veut dire que la DGI a délivré des quitus qui dépassent le nombre normal des candidats. La Cour va faire ce raisonnement pour dire, vous auriez dû utiliser le supplémentaire de quitus que la DGI vous a donné pour produire une liste qui ne souffre pas de quitus fiscal. La Cour pouvait aussi, dans le droit, mener ce raisonnement-là. Mais la Cour n'est pas allée dans ce sens. La Cour a fait de la régulation. La Cour a observé la situation générale pour dire que un parti est en difficulté, un parti a fait des efforts pour aller aux élections, je le sauve. Pour moi, c'est ça. La Cour a dit le droit par ailleurs et a fait de la régulation aussi. Oui, bon,
je n'étais pas en train de dire, je ne sais pas si vous m'avez peut-être pas bien compris. Vous avez sous-entendu. Je n'étais pas en train de dire, en fait, je n'étais pas en train de tirer une leçon de ce qui est arrivé. Il ne m'appartient pas de tirer une leçon. Je n'ai pas fait recours et je n'ai même pas de problème de participation aux élections. Nous, Oui, on n'a bon, pas ce problème. oui, pour vous, c'est réglé depuis. Donc, je n'étais pas en train de tirer une leçon, mais je suis dans la logique, dans la mienne. Et ma logique, c'est celle de mon parti, qui dit que les conditions de l'élection ne sont peut-être pas les meilleures, mais elles sont suffisantes pour participer. Donc, le problème ne se posait pas. Qu'on avait à respecter cela, qu'on avait à rester dans cet esprit, qu'on ne recevait même pas. Et ce qu'il faut faire, c'est donc de rassurer le peuple qui vote, les citoyens, à travers la méthode même de l'opposition. Et qui serait le gage que l'opposition aura quand il y aura des velléités. Vous voyez, donc, dans ces conditions, c'est pour ça que nous, on a dit qu'il faut se mettre ensemble. Si on était ensemble, le problème n'allait pas se poser. On ne serait pas tous ensemble pour être... Enfin, je ne veux pas utiliser le mot, mais je pense qu'on ne se serait pas retrouvé dans ce cas. Et donc, le fait d'être ensemble, c'est cette méthode qui allait rassurer le citoyen, le peuple qui vote, et en s'appuyant sur le fait que les conditions de l'élection sont suffisantes pour participer. Et on n'aurait pas à porter recours pour qu'enfin certains puissent en bénéficier comme vous semblez le comprendre. Et donc, pour moi, c'est ça qui est primordial et je reste calé dans cette logique et je continue sur la même ligne. Parce qu'en réalité, ce qui a manqué, c'est le fait de ne pas rassurer, c'est la méthode de l'opposition qui ne rassure pas le peuple. Et c'est ça qui amène ceux qui n'ont pas voulu aller dans notre logique, c'est-à-dire le fait d'être ensemble, à aller dans cette considération-là et qu'on en soit au point où on en soit. Maintenant, malheureusement, on est en politique. On est en politique, on ne va pas être naïf. Si ça peut profiter à certains, eh bien, qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut rien. Malheureusement, c'est le cas. Voilà, qu'est-ce que ça change comme rapport de force sur le terrain? Parce que vous êtes... vous êtes coubertin dans votre réponse, vous accueillez favorablement, vous êtes content pour vos amis les démocrates, mais n'en demeure pas moins que ça peut changer beaucoup de choses sur le terrain. Je parle de résultats finaux, de lutte sur le terrain, parce que du coup, vous avez des adversaires, pour le moins, on le leur prête volontiers pour le moment, qui sont potentiellement redoutables et qui pourraient vous tailler quelques croupières. Non, je crois que ce qui est évident, en politique, il n'y a pas un adversaire qu'on ne prend pas en compte. Un adversaire, c'est un adversaire. Ces élections qui sont en train de voir la participation de cette partie politique ne seront pas, ne serait-ce que du point de vue d'abord de la campagne électorale, du point de vue de la pré-campagne déjà, comme les élections de 2019. Parce qu'en 2019, il y avait seulement l'UP et le PR qui étaient dans la course. Aujourd'hui, on a 7 partis politiques qui sont appelés chacun à aller vendre son offre. Donc, ne serait-ce que sur cet aspect, il doit y avoir des changements. Cependant, des situations peuvent venir, on va se retrouver dans la même situation, où c'est l'UP et le PR qui remportent les sièges. Ou bien même c'est un seul pas, puisque le législateur a dit qu'il faut avoir 10% pour être éligible au plan national. Si vous êtes 7 et qu'à l'arrivée, on fait le point, et que c'est 2 partis qui ont pu avoir 10%, votre participation n'aurait pas changé quelque chose en termes de configuration de l'Assemblée nationale. Et c'est pourquoi je rejoins un peu M. Liamili, et ce qu'il dit, je l'ai toujours chanté. Malgré ma position d'appartenance à la mouvance présidentielle, j'ai toujours conseillé à mes amis de l'opposition. Vous les aimez un peu trop?
Non, au fait, vous savez, on est dans une démocratie. Et personne n'aurait voulu qu'on se retrouve dans une assemblée où toutes les tendances ne sont que d'un seul côté. Donc, on aurait bien voulu que l'opposition aussi soit représentée à l'Assemblée nationale. Et c'est en cela que moi, j'ai souvent donné ces conseils aux amis de l'opposition de faire l'effort de se regrouper. La démarche du parti RLC en leur faveur m'a paru un peu une bonne démarche. Oui. Je ne connais pas les sous-jacents des contrats, mais sur le principe, se regrouper vous rapproche plus des 10%. Et en ne se regroupant pas, vous vous éloignez progressivement des 10%. On n'en est plus là. On rapproche plus du perchoir, pas des 10%. Le problème des 10%. Justement, qu'est-ce que ça change pour l'opposition? Parce que là, grosso modo, si on regarde bien, la lutte est peut-être un peu, on va dire, en nombre de partis. De chacun, on ne peut plus équilibrer. Peut-être que la mouvance s'en sort avec 4 et l'opposition s'en sort avec 3. Qu'est-ce que ça change concrètement sur le terrain? Plus de chances d'avoir des députés, évidemment. Il y a cette question de 10%, mais bon, forcément, ça améliore les chances de l'opposition. Qu'est-ce qui améliore les chances de l'opposition? Le fait que la présence d'un parti, en plus. Avec 3 partis. Non, à partir du moment où ils ont fait, nos amis de l'opposition ont fait le choix d'aller en rang dispersé. Il ne reste plus qu'à voir si c'est nous qui avons raison de dire et de maintenir notre position et on ne change pas. Dire ou de maintenir, peut-être que l'objectif maintenant c'est de gagner. Peut-être que... Nous, on a déjà posé le problème en amont. Oui, justement, pour rester dans la droite ligne de ce que vous professez depuis le début de ce format, de ce duel, si, voilà, quand bien même vos velléités de regroupement ont échoué pour X raisons, maintenant, vous pouvez joindre vos forces, même si vous n'y êtes pas, vous pouvez vous joindre toujours vos forces pour rester dans cet esprit avec ceux qui se réclament de la même mouvance que vous, pour pouvoir... prospérer sur le terrain. Je n'aimerais pas aller dans certaines considérations comme quoi, parce qu'il y a des réalités qui sont aussi des réalités de l'opposition. Mais nous avons estimé qu'il faut aller même au-delà des clivages, des contradictions internes, c'est-à-dire ceux qui parlent de vraie opposition, d'opposition frilatée, aller au-delà de cela, puisque l'important, ce qui changerait les choses pour le peuple qui se plaint, c'est le fait que l'opposition gagne. Et on a dit ce que c'est que la victoire. La victoire, c'est d'avoir plus de 55 députés et contrôler le Parlement. C'est ça, la victoire. Maintenant, comment nos autres amis, qui ont choisi d'aller en dispersé, comment est-ce qu'ils définissent la victoire? C'est ça qu'il reste à voir. Néanmoins, il est clair que nous sommes dans une logique il nous paraît assez clair qu'il y aura, à l'issue de ces élections, il y aura une mutation. Il y a une mutation politique qui s'annonce. Nous, on avait voulu que le centre de gravité, c'est-à-dire que le centre là où ça se décide de gravité, de la mutation, soit au sein de l'opposition. C'est pour ça qu'on parlait du regroupement. Ils ne nous ont pas compris. Ça n'est pas grave. Maintenant, la conséquence, nous allons tous tirer la conséquence de cela. La conséquence de cela, nous allons tous le tirer. S'il s'avère que le centre de gravité se retrouve de l'autre côté, ça veut dire qu'on va l'assumer ensemble et comprendre que c'est nous qui avons proposer la meilleure méthode. Moi, je voudrais qu'ils aient raison. Hein. Je voudrais qu'ils aient raison. J'ai dit je voudrais. Parce que là, ils sont dans l'élection. Donc, comme ils ne nous ont pas compris, nous, on reste fidèles à notre logique. S'ils ont raison, on verra, on va les féliciter. Mais s'ils n'ont pas raison, il va falloir qu'ils aient l'humilité de reconnaître qu'ils n'ont pas raison et de revenir. Et pour moi, c'est là que se pose le débat. Si l'on n'est pas assez humble, alors qu'on est en politique, même si vous prétendez être plus grand, si vous êtes plus grand, c'est à vous de faire l'effort de rassembler les gens autour de vous, et pour cela, il faut être humble. Et si vous ne le faites pas, c'est que vous cessez d'être grand. C'est que les choses vont arriver, et vous allez cesser d'être grand. Et si cela arrive, on ne pourra tous que constater. Et c'est dans cette même logique que je reste pour coller à ce que je disais. Étant donné que nous sommes dans la logique de la mutation de ceux qui veulent développer le pays, parce qu'il faut aussi tenir compte des compétences.
Ce qui enfin, à l'interne, ce qui nous oppose, nous ne menons pas des débats de vision, d'idées, c'est-à-dire que face aux problèmes du pays, face aux problèmes de nos populations, des revendications que nous portons des populations, comment on veut régler ça? En tant que parti politique, c'est de dire, voilà le problème qui se pose à nos populations, et en tant que parti, voilà l'offre que nous faisons, voilà la méthode, voilà ce que nous proposons pour pouvoir régler ces problèmes. Mais on ne mène pas ces débats-là. Les débats que nous menons, c'est les débats de personnalisation. Et en face, ceux qui composent la grande opposition, l'opposition avec nous, c'est qui en majorité? Ce sont les héritiers de l'ancien système, des héritiers, pour nommer les choses, de Boniaï. Oui, mais et donc, c'est une particule tombée de l'espace non plus. Si je vous permets d'aller au bout de votre idée, oui, vous voulez le raccorder où? Oui, vous parlez de l'ancien système, il n'a pas découvert la politique en 2016. Je parle des héritiers, c'est-à-dire que FCBE, les démocrates, ce sont les héritiers de l'ancien président. Ce sont ceux qui se revendiquent héritiers. Et comme ils ont l'héritage... ceux qui se revendiquent. Mais vous ne les entendez. Au nom de quoi ils disent qu'ils sont vraie opposition? C'est au nom du fait qu'ils sont les héritiers. C'est au nom de ça qu'ils disent qu'ils sont la vraie opposition. Et donc, comme ils ont l'héritage qu'ils sont en train de gérer, et vous connaissez le syndrome de l'héritage, tant que ce n'est pas fini, on se dit toujours qu'il y en a, donc on ne fait pas assez d'efforts. Donc, ce qui leur reste de leur héritage, c'est ça qu'ils sont en train d'amener dans l'élection de 2023 là. Et ils vont l'utiliser. Il ne nous restera qu'à voir, est-ce que après ça, ils feront des efforts. Puisque si l'héritage est fini, et moi je dis que c'est la fin de l'héritage qui s'annonce. Et la fin de l'héritage s'annonçant, nous on a déjà compris qu'il y aura une mutation. C'est pour ça que je parle de mutation politique. Et l'ensemble des forces qui vont vouloir de cette mutation, que ce soit au niveau de l'opposition ou au niveau de la mouvance, et ceux même qui sont de la mouvance ont intérêt à comprendre que les choses ne vont pas continuer comme ça. Puisque 2023, nous, on avait déjà dit que le mandat qui arrive là, des députés, c'est une transition. Oui, bon, tout le monde l'a constaté. Tout le monde a fini par le... Quand on le disait, on l'a dit, tout le monde a fini par le constater. Et donc, quand cela arrive, il y aura donc de là une mutation. La mutation politique, que ce soit au niveau de l'opposition, au niveau de la mouvance, ils ont tous intérêt à comprendre que tel que les choses se passent, ça ne va pas continuer de cette façon. Et donc, tous ceux qui vont vouloir qu'on puisse débattre des problèmes du pays, qu'on puisse poser les vrais problèmes, le problème de l'éducation, le problème du chômage, le problème de l'emploi des jeunes, le problème, la question de l'énergie, comment développer le pays, les questions liées au développement de la vie de la nation, des problèmes des populations, répondre au quotidien, les réponses qu'on puisse apporter au quotidien des populations. Nous vivons en ce moment, par exemple, des moments de grande inflation. Les Béninois ont du mal à boucler les fins du mois. Comment on veut aller régler ça? C'est le débat qu'on devait être en train de mener. Mais malheureusement, on ne mène pas ce débat-là. On mène le débat de tout ce qu'on dit, la quitus fiscale, vraie opposition, mouvance, des choses comme ça. Voilà malheureusement là où on en est. Et donc, nous voulons que le niveau du débat puisse être élevé. C'est pour ça que, dans la logique de cette mutation, nous allons travailler à ce que cela arrive. Nous allons nous battre. Nous irons en campagne. Et nous irons nous battre, nous irons devant les populations. Nous allons, avec nos âmes, on ira expliquer aux populations, quitte à ce que les populations puissent choisir d'aller avec nous dans cette mutation. Voilà. Ou pas. Antoine Adoukonou, on va passer au second sujet qui reste parent au premier, le pari de la mobilisation, parce que de toute façon, on parlait de la conséquence de cette configuration de la ligne de départ sur les différents groupes politiques. Maintenant, est-ce que ça a eu une conséquence directe sur l'engouement des populations pour cette élection? Parce que ces dernières années, on a constaté quand même, peu ou prou, que les populations ont traîné les pas, c'est le moins qu'on puisse dire, pour aller voter. Est-ce que, avec cette configuration, avec cette partie qualifiée sur les 8 de départ, ça change quelque chose dans ça devrait changer quelque chose dans le comportement des uns des autres et des potentiels votants? Bon, je réponds oui, pour la simple raison que la liaison qu'on faisait, les démocrates par exemple disent c'est parce que nous étions absents que le taux de participation était faible. On souhaite vivement, comme ils sont présents maintenant, ça veut dire que si ce qu'ils disaient était vrai, leur présence doit entraîner l'augmentation tacite
du taux de participation. Oui, parce que le nombre de partis politiques présents dans la course étant augmenté, c'est sûr que ces partis politiques contribueront à l'augmentation du taux de participation. Cependant, je voudrais, indépendamment de tous ces aspects, faire comprendre au peuple béninois l'importance d'aller voter. C'est parce qu'on ne comprend pas l'importance d'aller voter qu'on se permet le luxe de s'abstenir. C'est vrai, s'abstenir, c'est aussi un choix. Mais le choix idéal, c'est d'aller voter. Parce que, en fait, nous sommes dans une démocratie représentative. La souveraineté nationale que nous exerçons n'est exercée que par représentation. Ça veut dire que la seule occasion qu'un citoyen a d'exercer son pouvoir de souverain, c'est pendant les élections. Dès que vous ratez cette étape, pour la suite, vous allez subir. Parce que le mandat des députés n'est pas un mandat impératif. C'est-à-dire qu'un député, une fois arrivé à l'Assemblée nationale, ne va pas recourir chaque fois à ses mandats pour prendre une décision. Donc, c'est le moment le plus précis pour aller choisir un candidat A au lieu d'un candidat B. Mais si en ce moment précis, pour des raisons données, on s'abstient de ne pas aller voter, non seulement on n'a pas compris ce que c'est que son devoir d'aller voter, mais on est en train de permettre à ce que ceux qui sont sortis pour aller voter ne vous imposent leur candidat. Et quand leurs candidats seront là, ils vont exercer la souveraineté au nom de toute la nation et vous allez subir. Que vous ayez aller aux élections ou non, si on vote une loi à l'Assemblée nationale, on va vous l'appliquer. Le mieux, c'est de sortir pour aller voter. Voilà. Est-ce que cette configuration change quelque chose pour vous ou devrait changer quelque chose dans la mobilisation des électeurs? Vous voulez que je réponde en tant que présent ou bien en tant qu'absent de la configuration? Le fait est que vous êtes absent de la configuration. Ça, ce n'est pas... C'est deux paramètres. Oui. Mais plus globalement, Oui. Restaurer la confiance. Et nous avons pour vision, et on l'a dit depuis la création du parti, que nous voulons toujours, il faut toujours amener le peuple à aller s'exprimer dans les urnes. Nous voulons faire de la culture des urnes une réalité dans le pays. Et cela est fondamental. Et pour que cela arrive, c'est que le peuple même doit avoir confiance en ceux qui l'élisent. Quand il a une fois choisi, il faut que le peuple se retrouve dans les décisions et dans les débats, dans les propositions, qu'il voit que ses préoccupations sont prises en compte. Ce n'est plus comme ça. Et ceux maintenant qui ont la chance d'obtenir le pouvoir et de l'exercer doivent aspirer à l'adhésion de ce peuple-là par le service et non par la contrainte. Je vous donne ces éléments-là pour vous permettre de comprendre que le pari de la mobilisation, ça se joue sur ces éléments que je viens d'énumérer là. Et maintenant, quand je ramène ça à l'opposition à laquelle ça appartient, c'est beaucoup plus parce que la méthode que nous avons utilisée, que nous utilisons au niveau de l'opposition, ne rassure pas, qui n'amène pas donc le citoyen à comprendre qu'il est important d'aller voter et que c'est seulement en exprimant son choix qu'il peut changer les choses. Parce que ce n'est que ça qui compte. En démocratie où nous sommes, Monsieur Alugono a parlé tout à l'heure le fait de s'abstenir. La seule expression valable, ce qui compte, c'est le suffrage qui est exprimé. Donc il est important que le citoyen comprenne et qu'il puisse aller voter. Et ça ne dépend que de l'offre, que le fait qu'on travaille à amener le peuple à aller s'exprimer en politique. Et donc, ça ne changera rien. Ça, puisque
c'est des partis qui vont en compétition et qui vont apporter et qui vont faire des offres. Donc, a priori, je ne peux pas dire que ça ne changera rien. Personne ne serait d'accord avec moi que ça ne changera rien, puisque ces partis, ils ont des militants, ils ont des gens à les convaincre. Et tout le monde doit faire l'effort d'aller convaincre le peuple pour ratisser l'âge, que ce soit opposition ou mouvance. Nous, en disant ensemble, c'est que nous voulons ratisser l'âge et nous devons aller convaincre tous ceux-là, tous ceux qui s'abstiennent ou qui s'abstenaient de s'exprimer, ou tous ceux qui doutent de ce qui est fait jusqu'à là, ou tous ceux qui ne sont pas contents. On doit faire l'effort d'aller convaincre tous ceux-là. Et donc, on ne peut pas dire que ça ne change rien. C'est un pari que tous ceux, et j'ai dit que nous allons faire campagne. Donc, c'est aussi un pari pour nous. Il y aura forcément le pari de la mobilisation. Vous allez faire campagne. Je l'ai dit tout à l'heure, là, Oui. que nous allons Avec faire qui? campagne dans l'idée, dans la logique de la Avec mutation. Nous irons devant le peuple et nous irons exposer nos arguments, quitte à les faire comprendre qu'il y a une mutation politique qui est en cours et qu'il faudra adhérer à ça. Nous allons nous battre pour que cet idéal puisse l'emporter. Oui, mais au final, vous allez donner quel mot d'ordre? C'est-à-dire voter pour... vous allez donner quel mot d'ordre exactement? C'est pour aller faire quoi? Ce que je dis là, c'est pourtant compréhensible. Non, Tous les on essaie partis de comprendre, qui sont dans la logique de la mutation, Oui. on verra. Puisque là, le truc serait retenu, bon, on peut déjà dire, là où on en est là maintenant, qu'on connaît déjà tous les partis qui sont dans la course. Et donc, tous ceux qui seront dans la logique de la mutation comme nous allons les accompagner pour que notre idée de mutation puisse l'emporter. Et ce que je dis là... Vous voulez papier les 10%. Il n'y a pas que... Ce n'est pas nous, ce n'est pas RLC qui veut papier les 10%, et vous êtes d'accord avec moi, puisque vous avez reconnu que notre méthode est ce qui aurait dû être suivi. Oui, donc, ceux qui ont choisi d'aller en rang dispersé, c'est eux qui ont acté le fait qu'il y aura émiettement des voix. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas eux. Comment vous voyez cette perspective-là? Qu'est-ce que ça change dans la manière dont les partis auront abordé? Je pense, je prends ceux de la mouvance BR et UP auront abordé cette question. Là, on n'y est pas encore parce qu'il y a encore le temps pour la campagne électorale. Mais de façon, on va dire, structurelle, la course devient un peu plus intéressante. Non, ça, là, c'est de toute évidence. Et lorsque vous avez un seul concurrent sur un marché, on ne peut pas comparer ça à un marché où vous avez 5-6 concurrents. Vous voyez, les stratégies, il faut les redéployer, il faut les changer, il faut les adapter. Et il faut essayer de voir dans tous les compartiments possibles. Ce qui est sûr, ce qui s'annonce pour l'UP et le BR, c'est beaucoup plus... Excusez-moi, pour le BR. Je le dis parce que c'est... Je dis... Du BR, pas du non, BR. Comment je ne parle pas de... Non, je parle de façon... Puisque c'est 2 partis qui avaient été aux élections. Je suis dans ce schéma. Aujourd'hui, c'est 7. Aux élections législatives. Aux élections législatives. De 2019. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand c'est 7, les 2 partis-là doivent quand même... ne peuvent plus peut-être utiliser la même stratégie. Ils doivent faire plus d'efforts parce que les concurrents sont nombreux. C'est de ça que je parle. Donc, vous voyez, en termes de taux de participation, je crois que c'est tous les partis qui ont même intérêt à ce que les populations sortent massivement. Parce que par le passé, ils avaient lié, les nouveaux venus du moins, avaient lié la faiblesse du taux de participation par leur absence. Maintenant qu'ils sont présents, ils sont tenus de faire un effort pour qu'on remarque que, effectivement, quand on est nombreux, la population s'y sort massivement. Voilà. Une dernière question pour sortir de ce duel. Quand on fait un bilan d'étape, c'est-à-dire que si on prend toutes les polémiques qu'il y a eu afférentes à tout ce processus, on a commencé par la liste, il y a eu ce qu'il y a eu, l'audit, l'ANIP a coupé court à toutes ces suspicions avec l'opération qui a été réalisée, qui a pratiquement mis tout le monde d'accord. La Sénat, quand on regarde, il n'y a pas réellement quelque chose à indexer. Tout le monde, quels que soient les partis politiques, tout le monde est
pour le moins d'accord que les opérations se sont menées de façon assez professionnelle. Le quitus fiscal, quand on fait le compte, en définitive, on est à 97-98% de quitus délivrés. Est-ce qu'aujourd'hui, au bout du compte, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de bruit pour pas grand-chose? Bon, je crois que oui et non à la fois. Je crois quand même que le processus électoral en cours se déroule normalement, avec quelques couacs qui sont survenus. Premièrement, si nous faisons un bilan à mi-parcours, il me plaît quand même de cerner un satisfait à la Sénat. Notre Sénat qui est devenu vraiment un Sénat professionnel depuis un bon moment. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Parce que la Sénat a sorti très tôt son calendrier électoral, a visé ce calendrier par des articles du Code électoral pour montrer qu'elle n'est qu'à la phase d'application de la loi, qu'elle ne prend aucune décision parce qu'elle s'appelle Sénat, qu'elle ne prend les décisions que ce que la loi lui dicte. J'ai lu le calendrier, j'ai vu en observation, chaque fois la Sénat vise les articles qui l'autorisent à procéder ainsi. Si ce n'est pas la situation des démocrates qui a bousculé un peu le calendrier par rapport au positionnement des logos, je pense que la Sénat est restée rigoureusement, date pour date, dans son calendrier. C'est pourquoi je dis, il me plaît de décerner un satisfait à la Sénat. La Cour constitutionnelle elle-même, puisque elle est saisie, elle est restée dans les délais de 5 jours à lui prescrite, a rendu les décisions et le processus fait son cours normal. Au niveau de la DGI, j'ai quand même, par rapport au quitus fiscal, quelques observations. Cependant, je dois décerner aussi un satisfait à cette administration, compte tenu de la quantité de demandes de quitus qu'elle devait satisfaire en un temps record. En un temps record. Si le directeur général des impôts a dit qu'elle voulait vraiment respecter les 15 jours, mais que c'est compte tenu du nombre important de demandes que parfois ça a flotté, et je dis que c'est vrai. Donc, peut-être à l'arrivée, ce que moi j'aurais proposé aux députés de la nouvelle législature, c'est d'associer que les institutions qui interviennent dans le processus électoral à certaines prises de loi. Pour que, la DGI peut dire, bon, les 15 jours que la loi m'a donné, s'il y a un pic, je pense que je ne peux pas respecter les 15 jours. Voilà, Est-ce qu'il faut modifier pour aller... On en viendra au cahier de charge de la Il nouvelle législature. faut aussi remarquer que le quitus fiscal, c'est pour les 3 dernières années précédant l'élection. L'année de l'élection, oui. Est-ce que déjà dans la pratique, on ne peut pas déjà, dès l'année électorale, commencer par demander des quitus fiscaux aussi très tôt, puisque ce n'est pas un document périssable. Est-ce que les politiques ne peuvent pas déjà faire ce jeu-là, histoire de permettre à la direction générale des impôts d'avoir le temps maximum pour d'apprécier. oui, voilà. Sinon, dans l'ensemble, le processus suit bien son cours. Je pense que cette élection sera une fête, comme cela a été pour tout le temps. Mohamed Yamidi, pour finir. Sur la question, c'est que, vous savez, si on en est arrivé à se poser cette question, c'est tout ce qui est levé et énuméré là, c'est parce qu'on a un problème de confiance. C'est parce qu'il y a un déficit, oui, c'est parce qu'il y a un déficit de confiance qu'on se demande, la Sénat, la Cour, la NIP, c'est le déficit de confiance qui nous a amenés là. Et nous, on l'a toujours dit.
Et je me rappelle. J'avais oublié de féliciter aussi le mandataire de la NIP. De la NIP, oui, merci. C'est vrai. C'est sous le coup des choses comme ça. Oui. Et nous, on a proposé par exemple quelque chose qui est une proposition de LC. On a parlé du coefficient ministériel parlementaire, du coefficient institutionnel parlementaire. Que au prorata de votre représentation au Parlement, que vous puissiez avoir des représentants au niveau des institutions. Ce qui fera que, globalement, tous ceux qui, si vous avez pu être représentés au niveau de l'Assemblée, ce que vous portez, vous avez une certaine adhésion, vous êtes représentatif. Et donc, si vous allez au niveau des institutions, ça fera que tout le monde sera, toutes les tendances seront présentes. Et ces petites institutions-là, on va passer d'un état ou bien d'une république de suspicion à une république on pourra se faire confiance. Et dans la confiance, on pourra ensemble travailler à améliorer, comment je vais dire, le bien-être des populations, ce qui passe forcément par le fait d'organiser des élections où tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus, et le fait qu'on puisse renouveler les institutions de façon démocratique et permanente. Donc, c'est ce que moi je conclue. Il faut travailler à ce que cela vienne. C'est pour cela que ce qui doit primer dans les débats, c'est les offres. C'est ce que propose chaque parti. Voilà une proposition que je viens d'énumérer. Les gens, on est en train d'aller dans l'élection maintenant. Personne n'en parle. Oui, c'est pas encore le moment. Il y a un temps pour ça. Il n'y a pas un moment ou un autre pour parler des problèmes. Bon, en tout cas, en période électorale, oui. Ce n'est pas en période électorale, puisque c'est des problèmes de tout le temps. D'accord. Ce n'est pas à 2 mois de l'élection qu'on a mis en place la Sénat. D'accord. Et les gens sont venus alors que la Sénat était déjà mise en place pour commencer par contester. Et donc, quand on légifère, c'est qu'on légifère pour l'avenir. On est en train de donner ces pistes-là maintenant pour qu'on puisse trouver des solutions durables aux problèmes que vit notre nation. C'est comme ça qu'ensemble, on pourra construire le pays. Et ces problèmes-là que nous posons sont des problèmes dont il faut débattre tous les jours. Voilà qu'on est dans un environnement où on ne débat pas. Et vous-même, quand vous invitez les gens, ce n'est pas pour parler des problèmes du pays, c'est pour parler des problèmes personnels. Et moi, nous invitons les gens pour parler des problèmes. C'est une accusation très grave. Écoutez, les gens, quand on invite les gens, d'abord, ils préfèrent les monologues. Oui. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas débattre. Ils préfèrent venir raconter eux seuls leur logique là. Ils préfèrent ça. Combien de fois vous débattez avec les partis politiques sur les questions relatives à la vie de la nation? Si c'est pas pour plusieurs fois. UP est présent. Plusieurs fois. Quand vous avez les problèmes avec la cherté de la vie, c'est ici on a fait le débat. C'est-à-dire que ça devait être spontané et continu. Nous continuons de vivre des moments d'inflation. Quand il me semble qu'on avait fait ce débat là, vous et moi, et j'avais dit qu'à l'époque, quand on avait pris les mesures, si la guerre n'a pas fini. La guerre, on ne sait même pas quand ça va venir. Ça va peut-être encore durer 6 mois. Comment allons-nous continuer par faire? Voilà des réflexions sérieuses qu'il faut mener. Et ça doit partir des partis pour venir verser les propositions, pour qu'ensemble on puisse débattre. Mais on ne fait pas ces débats-là. Depuis près d'une semaine maintenant, il n'y a pas d'électricité dans le zoo. Où est-ce qu'on en parle? Nulle part. Ce n'est pas le problème des partis. C'est comment investir, c'est comment faire le show, c'est comment montrer ce qu'on a, c'est comment justifier à la limite les fonds qu'on a reçus. Est-ce que c'est parce que le problème des gens? Est-ce que c'est parce que c'est pas parce que vous n'y êtes pas? Le bien-être du. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas dans la course? Nous ne manquons jamais de faire les propositions. Et quand vous m'appelez, je parie que c'est parce que les propositions chez nous, ça ne manque pas. Voilà, on aime vos propositions, Merci beaucoup, Mohamed Yamidi. Je rappelle que vous êtes membre du parti Restaurer la confiance. En face, Antoine Adoukonou, analyste politique et membre du bloc républicain. Merci pour ces échanges. Mesdames et messieurs, à ma suite, vous allez retrouver Théodule Moussa et ses invités pour l'hebdo des éditorialistes.